IVe siècle avant Jésus-Christ, une hypothèse fut émise par Héraclide d'Hippon, successeur d'Aristote et de Platon à l'école d'Athènes. Afin d'expliquer les mouvements des planètes, il affirme que la Terre est une sphère qui tourne autour de son axe et que Mercure et Vénus tournent autour du Soleil. Cette hypothèse est reprise dans l'école d'Alexandrie par Aristarque de Samos, qui adopte le point de vue héliocentrique, c'est-à-dire placer le Soleil au centre, pour toutes les autres planètes également, y compris la Terre. On est loin de la Terre fixe et plate conçue au Moyen-Âge. Mais l'humanité n'étant sans doute pas encore prête, ce point de vue sera rejeté par les érudits de l'époque. Et il faudra donc attendre de nombreux siècles avant que ce point de vue soit admis de nouveau. Vers 300 avant Jésus-Christ, Aristarque détermina avec une relative exactitude la distance Terre-Lune et le diamètre de la Lune. Par contre, en utilisant avec trop d'imprécision les phases de la Lune, il obtint une distance Terre-Soleil de 7 millions de kilomètres, donc 20 fois trop petite. Cette mesure allait prévaloir jusqu'au XVIIe siècle. Vers 200 avant Jésus-Christ, Ératosthène est parvenu à calculer le diamètre de la Terre. On avait remarqué qu'au midi vrai, le jour du solstice d'été, le 21 juin, les rayons solaires tombent directement au fond des puits à Assouan, qui s'appelait Syène à l'époque, situé au tropique du Cancer, alors que le même jour, toute structure verticale dont on connaît la hauteur située à Alexandrie a une ombre dont on mesure la longueur. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. Bon, ça peut être une tour, mais ça peut être simplement un bâton rectiligne et bien placé à la verticale, dont on connaît la longueur. On mesure la longueur de son ombre et il ne reste plus qu'à faire un peu de trigonométrie pour avoir le diamètre de la Terre. L'exactitude de cette mesure du diamètre de la Terre est due en partie à deux estimations légèrement erronées qui se sont compensées. Il y a une sous-estimation par Ératosthène de la distance entre Alexandrie et Syène. Il l'estima à 5000 stades, donc à 785 km, alors qu'en fait, il y a 840 km entre ces deux villes. Bon, c'est parce qu'il avait pensé que les chameaux avançaient plus vite que ce n'était en réalité. Et le deuxième point erroné, c'est le fait que ces deux villes ne soient pas exactement sur le même méridien. Il y a 3 degrés de différence. Vous voyez ici la représentation du monde à l'époque d'Ératosthène. Donc c'est quand même assez extraordinaire jusqu'aux îles britanniques. Vous voyez, l'Europe, on voit même l'Espagne et un peu l'Italie. Oui, l'Afrique est quand même assez tronquée. Et on voit ici, donc avec 2 flèches rouges que j'ai indiquées, les villes d'Alexandrie et de Syène. On les voit mieux sur cette carte-là, évidemment, qui est une représentation plus exacte de l'Égypte. Nous allons maintenant faire un grand bond en avant dans le temps. Quelques mois avant sa mort, l'astronome polonais Nicolas Copernic publie Revolutionibus Orbium Celestium,
la révolution des orbites célestes, qui devait avoir une si grande influence sur la pensée humaine. C'est la première fois depuis l'époque de la Grèce antique que l'on réaffirme que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil, la Terre tournant de plus sur elle-même en 24 heures. Il faut savoir qu'aucun fait nouveau n'a été à l'origine de cette théorie. Copernic connaissait les écrits d'Héraclide et d'Aristarque, qu'il salua d'ailleurs comme étant ses précurseurs. Et c'est essentiellement pour des raisons métaphysiques qu'il adopta le point de vue héliocentrique. Il considérait en effet comme normal de placer au centre du monde l'astre le plus brillant, celui qui fournit la lumière et la chaleur à la Terre. Cependant, les résultats des observations dont il disposait ne lui permettaient pas de découvrir les lois exactes du mouvement des planètes. Cela allait être découvert au siècle suivant par Kepler grâce aux observations astronomiques d'un Danois passionné d'astrologie, Tycho Brahe. L'astronome allemand Johann Kepler avait été l'élève de Tycho Brahe et disposait des résultats des observations de celui-ci. Mais contrairement à Tycho Brahe, il était partisan du système de Copernic. C'est donc grâce aux résultats de Tycho Brahe que Kepler put mettre en évidence, après 6 ans de recherche, il pensait que ce serait beaucoup plus court, les 2 premières lois du mouvement des planètes qui furent publiées en 1609. En 1618 fut publiée la 3e loi de Kepler. Nous allons voir ces 3 lois. La première loi de Kepler concerne le fait que l'orbite des planètes est une ellipse dont le Soleil est un des foyers. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept de foyer d'une ellipse, vous pouvez regarder la vidéo intitulée Planètes et saisons à partir de 6 minutes et 40 secondes sur ma chaîne YouTube, que vous trouvez en tapant Alain Pénoël YouTube sur un moteur de recherche. J'y explique simplement la méthode du jardinier avec une petite animation. On y voit aussi que l'orbite de la Terre est assez proche d'un cercle, et donc que les 2 foyers de l'ellipse orbitale sont assez rapprochés. Il y a tout de même 5 millions de kilomètres qui les séparent. On voit aussi que la Terre est au plus proche du Soleil entre le 3 et le 5 janvier selon les années. Notez que la Terre met à peine 2 jours pour parcourir 5 millions de kilomètres sur son orbite. Cette question de vitesse nous conduit à la 2e loi de Kepler, appelée loi des airs. Une planète, dans la version simplifiée, parcourt sa trajectoire à une vitesse variable. Vous voyez 2 surfaces colorées en rose, eh bien elles ont la même aire. Expliquons un peu plus. Donc, ce soit la Terre ou une autre planète, la planète met le même temps pour aller de P1 à P2, vous voyez, sur le côté gauche, que pour aller de P3 à P4 sur le côté droit. Puisque l'arc de P1 à P2 est visiblement plus grand que celui de P3 à P4, on en déduit que plus cette planète est proche du Soleil, plus elle va vite. C'est ce que nous voyons sur cette nouvelle image. Le périhélie, c'est-à-dire le point où la Terre ou toute autre planète se trouve au plus près du Soleil, là colorié en rouge avec une aire grand B, et l'aire grand A coloriée en bleu au niveau de l'aphélie, c'est-à-dire le plus éloigné du Soleil. Ces 2 aires donc sont bien sûr égales. Alors pour la Terre, la vitesse au périhélie est de 31,145 km par seconde,
alors qu'à l'aphélie, elle est seulement de 28,851 km par seconde. Et que la différence n'est pas énorme, mais elle existe. Puisqu'il vient d'être question de vitesse dans l'espace, je fais une petite digression avant d'aborder la troisième loi de Kepler. Lorsqu'on se trouve à l'équateur, la rotation de la Terre sur elle-même nous entraîne à une vitesse de 1600 km/h. Cette vitesse est seulement de 1100 km/h en France et moins de 3 km/h quand on se trouve pratiquement à l'un des deux pôles. Là, on tourne, mais sur soi-même. On vient de voir que la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil est variable, mais en moyenne, elle est de 29,8 km par seconde, soit environ 107 280 km/h. On n'imagine pas à chaque instant de notre vie que l'on avance à 107 280 km/h. La vitesse de rotation du système solaire autour du centre de notre galaxie s'appelle la Voie lactée, eh bien cette vitesse est d'environ 800 000 km/h. On estime que depuis sa formation, il y a environ 5 milliards d'années, le système solaire a fait une vingtaine de fois le tour de notre galaxie. Rappelons que la Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur 100 000 années-lumière de façon quasi circulaire avec des bras en spirale. Vous êtes ici, le système solaire, dans la galaxie. Notre galaxie fait partie d'un amas local qui comprend une cinquantaine de galaxies. Jusqu'en 2014, cet amas local était regroupé avec une centaine d'autres dans un superamas appelé superamas de la Vierge, s'étendant sur 110 millions d'années-lumière. Mais en 2014 a été mis en évidence que le superamas de la Vierge n'est qu'une portion d'un superamas appelé l'Aniakea qui s'étend sur 500 millions d'années-lumière. L'Aniakea est un terme hawaïen qui signifie horizon céleste immense. On l'a choisi en l'honneur des navigateurs d'Hawaï qui se guidaient beaucoup sur les étoiles. Depuis 1973, on avait remarqué que l'amas local se déplaçait à 2,3 millions de km/h, c'est-à-dire 630 km par seconde. Cette vitesse intrigua car l'expansion de l'univers ne suffit pas à l'expliquer. Ce déplacement à 630 km par seconde se fait dans la direction de la constellation du Centaure, vue de la Terre bien sûr. Il s'agit d'une constellation australe située juste au-dessus de la Croix du Sud. Elle n'est donc observable dans l'hémisphère nord que si l'on se trouve proche de l'équateur et donc en dessous du tropique du Cancer. Vous voyez Alpha du Centaure qui regroupe 3 étoiles les plus proches de notre système solaire. Proxima est à un peu plus de 4 années-lumière, c'est-à-dire 270 000 fois la distance Terre-Soleil. En 1986 a été émise l'hypothèse du grand attracteur situé à 150 millions d'années-lumière du système solaire et comprenant 6 amas locaux. Mais les forces gravitationnelles ne permettaient pas en fait d'expliquer cette vitesse de 630 km par seconde. En 1989, on a découvert un superamas dans la même direction, susceptible d'expliquer cette attraction. On l'a nommé Shapley en l'honneur de l'astronome Harlow Shapley qui en avait découvert une partie en 1936. Il est situé à 600 millions d'années-lumière de nous, de notre système solaire, et comprend environ 25 amas locaux. Vous le voyez sur cette image représentée en haut à gauche. Vous voyez l'Aniakea, le superamas
entouré d'un ovale orange, et je vais en dire quelques mots. La zone rouge représente des régions de haute densité de matière. Les zones bleues représentent des régions de basse densité. Les points blancs symbolisent des galaxies et les lignes blanches visualisent leurs mouvements généraux qui convergent vers le grand attracteur. Le point au centre indique la position de la Voie lactée, un petit point bleu au centre. Mais cela ne suffisait toujours pas à expliquer cette vitesse de 630 km/h ni la direction du mouvement qui en fait ne pointait pas exactement vers ces deux attracteurs. Le 30 janvier 2017, une équipe internationale d'astronomes a annoncé l'hypothèse du grand repousseur, The Great Repeller. Bon, repousseur est sans doute un néologisme, mais repoussoir, sa traduction correcte, ne me plaît pas beaucoup. Alors, il s'agit d'une région presque vide, située à l'opposé du superamas Shapley, et pouvant expliquer cette vitesse par la formation d'une sorte de dipôle, dont l'autre pôle serait soit Shapley, soit le grand attracteur dont on a parlé précédemment, qui appartient à Laniakea, soit les deux, suivant les articles que j'ai pu lire. Vous voyez ici ce dipôle, avec Shapley attracteur et le dipôle repousseur. Voilà, comme une sorte d'aimant. J'invite celles et ceux qui pourraient être intéressés à prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, du modèle Janus proposé par Jean-Pierre Petit, qui est susceptible d'expliquer l'existence de ce dipôle. Vous trouverez très facilement sur Internet les vidéos et les articles qui se rapportent à cette hypothèse. Après cette digression plus longue qu'initialement prévue, revenons aux lois de Kepler en considérant maintenant la troisième loi. Alors, pour l'étude de cette troisième loi, on note grand T la période de révolution sidérale, c'est-à-dire le temps que met une planète pour parcourir son orbite. Par exemple, pour la Terre, c'est les 365 jours, 25. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres décimales. Alors, ce qu'on appelle la longueur petit a, c'est la longueur du demi-grand axe, c'est-à-dire la distance entre le point O, le centre de l'ellipse, et le point P, le périhélie. Bien sûr, c'est aussi la distance entre le point O et le point à l'aphélie. Avec ces deux données, on peut comprendre la loi de Kepler numéro 3. Au numérateur, le carré de la période de révolution, c'est-à-dire grand T fois grand T, et au dénominateur, le petit a au cube, c'est-à-dire a fois a fois a. Eh bien, cette loi de Kepler nous dit que ce quotient est une constante. Alors on le voit ici représenté avec deux planètes autour du foyer S qui est le Soleil. Donc c'est une égalité de deux rapports en fait. Pour la planète numéro 1, T1 au carré sur A1 au cube, eh bien est égal pour la deuxième planète à T2 au carré divisé par A2 au cube. Donc la troisième loi de Kepler établit en fait une proportionnalité, c'est-à-dire qu'en prenant comme unité la distance Terre-Soleil, on peut obtenir les distances des autres planètes au Soleil relativement à cette unité. Cette distance Terre-Soleil est appelée unité astronomique, on la note UA, ou dans les pays anglo-saxons AU. Le fait que cette unité soit encore estimée à 7 millions de kilomètres
à l'époque de Kepler au lieu de 150 millions n'invalidait donc aucun des calculs. Et c'est justement cette loi qui permit, à partir de 1672, comme nous allons le voir bientôt, de déterminer la distance du Soleil à chacune des 6 planètes connues à l'époque. La constante de la troisième loi de Kepler fut déterminée en 1687 par Newton. Alors cette constante est égale à 4 pi au carré, 4 pi fois pi, 314 fois 314 à peu près, divisé par grand G multiplié par grand M plus petit m. Ça c'est le dénominateur. Donc G est la constante de gravitation universelle, nous allons en dire quelques mots. Grand M, la masse du Soleil, et petit m, la masse de la planète. Donc j'ai mis constante entre guillemets, car en fait, ce n'est pas vraiment une constante, puisqu'elle dépend de la masse de la planète. Notez que la loi s'applique à tout système formé par un astre et un satellite, en négligeant en première approche d'autres corps célestes situés plus loin. Par exemple, grand M peut être la masse de la Terre et petit m la masse de la Lune, dans le système Terre-Lune. Remarquons que petit m peut être négligé par rapport à grand M pour toutes les planètes du système solaire, ce qui signifie que l'on peut considérer que grand M plus petit m égale pratiquement grand M. En effet, même Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, a une masse 1000 fois plus faible que celle du Soleil, et donc négligeable en première approximation. Par conséquent, la troisième loi de Kepler reste valide. On peut considérer qu'il s'agit bien d'une constante. À propos de la constante de gravitation universelle grand G, il faut dire que Newton ne disposait pas de moyens techniques pour la déterminer. C'est Henry Cavendish qui en fit la première mesure en 1798 grâce à sa balance de torsion. Depuis lors, plus de 300 expérimentations ont été faites, mais la valeur de G, qui est très faible, très petite, varie d'une expérimentation à l'autre. Bon, il est donné là 6,67 avec une unité bien compliquée. Ce sont des mètres cubes par kilogramme et par seconde au carré, seconde fois seconde. Bon, les décimales suivantes varient selon les expérimentations. On peut dire que G mesure la force d'attraction gravitationnelle s'exerçant entre deux masses de 1 kg. Prenez deux masses de 1 kg placées à 1 mètre de distance l'une de l'autre. Donc on comprend bien que G est très faible parce qu'elle ne s'attire pas comme deux aimants, même s'il y a effectivement une attraction entre les deux. Si la force de gravitation avait été plus grande, que se serait-il passé? Elle aurait été capable d'accumuler plus de gaz lors de la formation stellaire et par conséquent, seules des étoiles massives se seraient formées. Or, ces étoiles massives ont une durée de vie beaucoup plus courte que notre Soleil. Et la vie biologique n'aurait donc pas eu à sa disposition les milliards d'années qui lui ont été nécessaires pour se développer, du moins sur Terre. Au contraire, que se serait-il passé si la force de gravitation avait été plus faible? Eh bien, seules des étoiles peu massives se formeraient. Il n'y aurait pas eu d'explosion de supernova, et donc aucun élément plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium ne serait apparu. Une vie biologique fondée uniquement sur ces deux éléments est difficile à concevoir. Donc cette force de gravitation est exactement ce qu'elle doit être pour que la vie se développe. Il en est de même
de toutes les constantes fondamentales de notre univers. Abordons maintenant la façon dont la distance Terre-Soleil a été mesurée plus correctement que par Aristarque. C'est Jean-Dominique Cassini, qui est devenu directeur de l'Observatoire de Paris en 1671, qui comprit qu'il devait d'abord obtenir la distance entre la Terre et Mars. Il se trouve que Mars passait à son point le plus rapproché de la Terre lors de l'opposition de septembre 1672. Il envoya donc à Cayenne son collègue Jean Richer pour relever la position de Mars avec précision, tandis qu'il en fit de même à Paris avec Jean Picard. Donc vous voyez cette disposition du Soleil, Terre et Mars en septembre 1672 et bien sûr à bien d'autres dates. Donc la Terre est exactement située entre Mars et le Soleil et donc Mars se trouve au plus près de la Terre. Lorsqu'elle est vue en même temps de deux lieux assez éloignés, une planète occupe une position légèrement différente par rapport à une étoile choisie comme référence. Il s'agit de ce qu'on appelle un effet de parallaxe. C'est cela qui permit à Cassini, Richer et Picard de déterminer la distance entre la Terre et Mars. Ayant cette distance Terre-Mars, ils purent calculer la distance de la Terre au Soleil en appliquant justement la troisième loi de Kepler. Cassini obtint une distance de 138 millions de kilomètres. C'était peu précis, mais il s'agissait de la première détermination montrant que le système solaire était bien plus grand que ce qu'on imaginait depuis Aristarque avec les 7 millions de kilomètres qu'il avait obtenus. La valeur actuelle est d'environ 150 millions de kilomètres. Nous en verrons la valeur précise un peu plus tard. Des mesures plus précises de la distance Terre-Soleil furent faites dès le début du XXe siècle en utilisant la parallaxe de l'astéroïde Eros, lorsqu'il passe au plus près de la Terre à une distance variable de l'ordre de 30 millions de kilomètres et donc avec une précision pratiquement 2 fois plus grande qu'en utilisant Mars. Seulement cette position arrive rarement. 1900, 1931, 1975, 2012 et la prochaine en 2056. Il y a aussi une méthode qui utilise le transit de Vénus en conjonction avec le disque solaire, ce qui arrive aussi rarement. Vous avez les dates ici. Vous voyez, Vénus passe juste entre la Terre et le Soleil, et donc on l'aperçoit comme un point dans le disque solaire, et on l'observe de plusieurs endroits pour déterminer la distance Terre-Vénus, puis la distance Terre-Soleil. À partir de 1960, des mesures de distance plus précises, effectuées par des radiotélescopes utilisant des écho-radars, et aussi les sondes spatiales, bien sûr, ont permis de mieux connaître les distances dans notre système solaire. Ce qui a conduit, en 1976, l'Union astronomique internationale à définir l'unité astronomique comme valant 149 597 870 km, donc c'est la distance moyenne entre le Soleil et la Terre. Et en 2012, on a même rajouté 700 mètres. Abordons maintenant la loi de Bode. En 1741, le philosophe, juriste et mathématicien allemand Christian Wolff trouva que les distances moyennes des planètes au Soleil suivent approximativement une loi géométrique. Mais cette approximation était vraiment grossière. 31 ans plus tard, un autre astronome allemand, Johann Daniel Titz, qui latinisa son nom
comme cela se faisait souvent à l'époque en s'appelant Titius, améliora cette loi comme nous allons le voir. Donc pour l'étude des distances par la loi de Bode, il n'est pas nécessaire de connaître avec précision la distance moyenne Terre-Soleil. Comme on l'a vu, la troisième loi de Kepler permettait déjà au XVIIIe siècle de déterminer les distances relatives en unités astronomiques. Donc vous pouvez les lire ici pour les différentes planètes du système solaire et tout en bas, bien sûr, des planètes qui n'étaient pas connues à l'époque, Uranus, Neptune et Pluton. Nous allons en voir l'histoire de la découverte dans la suite de cette vidéo. Alors, Titius associa à Mercure le nombre 4, à Vénus le nombre 7, la Terre le nombre 10, Mars le nombre 16, Jupiter le nombre 52 et Saturne le nombre 100. Et vous voyez qu'à chaque fois, on le décompose en 4 plus 3, 4 plus 6, etc. Comparons maintenant les distances en unités astronomiques avec les nombres de Bode. On constate que l'on obtient une assez bonne approximation à un facteur 10 près. En effet, si je multiplie 0,38 par 10, j'obtiens 3,8, qui est tout de même assez proche de 4. Pour Vénus, 7,2. Ben pour la Terre, 10. Pour Mars, 15,2. Bon, on n'est pas tout à fait à 16, mais pas loin. Pour Jupiter, c'est beaucoup plus précis, 52,1. Vous voyez qu'on est à 52. Pour Saturne, un peu moins précis, mais les nombres étant un plus grand, l'erreur relative est du même ordre. 95,4 par rapport à 100. Alors, je fais une petite digression mathématique pour que toutes celles et ceux qui souhaitent s'intéresser à ce qui suit puissent le faire sans obstacle. La notation des puissances avec un exposant ne s'adaptant pas à tous les logiciels d'écriture, j'ai adopté la notation utilisant l'accent circonflexe. Ainsi, par exemple, 2 puissance 5, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 32, ben, se note 2, petit accent circonflexe, 5, 2 puissance 5, avec une convention 2 puissance 0 égale 1. C'est ce que nous allons utiliser maintenant. Donc nous allons considérer le deuxième terme des sommes données par Titius à partir de Vénus. Donc je les rappelle. Et vous voyez apparaître une suite 3, 6, 12, 48, 96. Donc on peut remarquer que 3 c'est 3 fois 1, 6 c'est 3 fois 2, etc. Je vous laisse lire les autres. Et on remarque eh bien, les puissances dont on vient de parler. Donc si on attribue à Mercure le rang 1, à Vénus le rang 2, à la Terre le rang 3, à Mars le rang 4, à Jupiter le rang 6 et à Saturne le rang 7, on obtient une formule. 10 fois la distance d'une planète au Soleil, je prends la distance d'une planète au Soleil, je multiplie par 10 comme on l'a vu, on est en unité astronomique, eh bien on obtient 4 plus 3 fois 2 à la puissance rang de la planète moins 2. Je sais que ça paraît peut-être un peu compliqué, mais vous le voyez au niveau de Vénus, c'est tout simplement que le nombre 7, c'est 4 plus 3 fois 2 puissance 0. Pour la Terre, 10, c'est 4 plus 3 fois 2 puissance 1. Pour Mars, 16 égale 4 plus 3 fois 2 puissance 2. Toujours on prend le rang de la planète et on retranche 2. Jupiter, 4 plus 3 fois 2 puissance 6 moins 2. Et Saturne, 4 plus 3 fois 2 puissance 7 moins 2. Pour obtenir un résultat juste, il a fallu attribuer le rang 4 à Mars et le rang 6 à Jupiter. C'est ce saut de 4 pour Mars à 6 pour Jupiter
qui a laissé penser aux astronomes de l'époque qu'il y avait peut-être une planète inconnue entre Mars et Jupiter. Mais il faudra attendre le tout début du XIXe siècle pour avoir la clé de l'énigme. Nous allons y venir un peu plus tard. Mais pour le moment, voyons ce qu'est devenu la découverte de Titius. En 1778, le directeur de l'Observatoire de Berlin, Jean Heller Bode, mentionna cette loi dans une de ses publications. Il se trouve que 3 ans plus tard, Sir William Herschel découvrit par hasard la planète Uranus. Bode s'aperçut que la distance moyenne d'Uranus au Soleil correspondait bien à la même loi. Et c'est pourquoi cette loi prit le nom de loi de Bode, malgré les protestations de ce dernier, à qui la loi était indûment attribuée. Par la suite, cette erreur de dénomination fut partiellement corrigée, puisqu'elle prit le nom de Titius Bode. Donc vérifions ce qu'avait constaté Bode pour Uranus. On reprend la formule que nous avons vue précédemment et on attribue à Uranus le rang 8. Donc si on prend 4 plus 3 fois 2 puissance rang de la planète moins 2, eh bien on obtient 4 plus 3 fois 64, c'est-à-dire 195. On a vu que la distance moyenne d'Uranus au Soleil est de 19,18 unités d'air. Donc si on multiplie par 10, on obtient 191,8, qui est à 2% d'écart par rapport à 195. Comme on l'a dit précédemment, c'est en se servant de la loi de Titius-Bode que l'on entreprit de combler la lacune constatée entre Mars et Jupiter. Dès 1786, l'astronome français Jérôme Lalande entreprit cette recherche, mais sans succès. On a dit qu'il fallait franchir le cap du 19e siècle et il faut se rendre en Italie. Cette lacune entre Mars et Jupiter mise en évidence par la loi de Titius-Bode fut comblée le 1er janvier 1801 à l'Observatoire de Palerme en Sicile par un astronome qui était également moine bénédictin nommé Giuseppe Piazzi. Piazzi découvrit le plus gros des astéroïdes, Cérès, dont la distance au Soleil varie entre 2,56 et 2,98 unités astronomiques, soit une distance moyenne de 2,77 unités astronomiques. Donc en reprenant la formule de Titius avec un rang 5 pour Cérès, oui, entre Mars qui était 4 et Jupiter qui était 6, donc Cérès rang 5, on reprend la même formule, et on obtient 28. Vous voyez que c'est assez précis. Hein. Si on multiplie 2,77 par 10, on obtient 27,7, très proche de 28, c'est-à-dire un écart d'à peine 1%. Donc Cérès correspond bien à la 5e position dans la loi de Bode, ce qui donnait à cette loi une grande valeur à l'époque. Vous avez là une comparaison des dimensions de Cérès par rapport à la Lune et à la Terre. En 1802, on découvrit Pallas. Cela rendit les astronomes perplexes car il était surprenant que 2 planètes gravitent aussi près l'une de l'autre. L'étonnement grandit encore lorsque Junon fut découvert en 1804, puis Vesta en 1807. Il ne s'agissait donc pas d'une planète unique, mais d'un ensemble de corps que l'on appelle astéroïdes, situés aux alentours de la fameuse distance de Bode. Il faudra attendre 1845 pour découvrir un 5e astéroïde nommé Astrée. On estime à 400 000 le nombre d'astéroïdes de plus d'1 kilomètre, mais seulement 26 ont une taille supérieure à 200 km. Du fait de sa taille, Cérès est le seul astéroïde quasiment sphérique. Son diamètre est de 946 km, soit un peu moins du tiers de celui de la Lune.
Plusieurs théories s'opposent pour tenter d'expliquer l'origine de cette ceinture d'astéroïdes. Celle qui recueille actuellement l'approbation de la majorité des astronomes considère qu'il s'agit des ruines d'un projet inachevé. L'accrétion de matériaux nébuleux originels n'aurait jamais pu se réaliser totalement à cause de la très puissante force gravitationnelle de Jupiter. Une seconde théorie considère les astéroïdes comme les restes d'une planète unique qui aurait explosé. Le problème de cette théorie, c'est que la masse totale des astéroïdes est de l'ordre de 5% de celle de la Lune, et que cela constituerait une sphère d'un diamètre inférieur à 1500 km, ce qui est trop petit pour former une planète. Rappelons que Mercure a un diamètre de 4879 km, la Terre de 12 742 km et la Lune de 3474 km. Une troisième théorie envisage qu'il s'agirait des débris d'un morceau de planète arraché lors d'une collision, ce qui présenterait l'avantage par rapport à la théorie précédente de pouvoir coller avec la masse totale des astéroïdes. Notons que 5% des astéroïdes n'appartiennent pas à la ceinture principale et ont une orbite si allongée que certains passent à proximité de la Terre, de Vénus et même de Mercure. On a vu que l'astéroïde Eros passe près de la Terre, du moins près à l'échelle astronomique. Eh bien, l'astéroïde Icare, large de 1,4 km, porte bien son nom car il passe à l'intérieur de l'orbite de Mercure, très près du Soleil, pour revenir au-delà de Mars. Cette image exprime que cet astéroïde passe à proximité de la Terre. Abordons maintenant la découverte de Neptune. Plusieurs astronomes avaient constaté des anomalies dans l'orbite d'Uranus. Delambre, Laplace, Conti. En 1821, Alexis Bouvard publie une table astronomique d'Uranus et suspecte quelque action étrangère qui aurait influencé la marche de la planète. En 1840, Friedrich Bessel émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une nouvelle planète. C'est Urbain Le Verrier, enseignant l'astronomie à l'école polytechnique depuis 1837, qui détermina par le calcul sa position le 31 août 1846. Le 18 septembre, donc 17 jours après, il écrivit à l'astronome allemand Johann Galle, qui reçut la lettre le 23 septembre. Comme il faisait beau ce soir-là, Galle dirigea son télescope vers le point indiqué et découvrit Neptune à moins d'1 degré de la position calculée. Arago, qui avait incité Le Verrier à faire cette recherche, écrira « Monsieur Le Verrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel. Il l'a vu au bout de sa plume. » C'est à partir de la découverte de Neptune que la loi de Bode tomba plus ou moins en désuétude dans les milieux de l'astronomie, car l'écart entre la distance moyenne de Neptune au Soleil et celle prévue par la loi de Bode est trop important. Donc, regardons la loi de Bode pour Neptune. Donc Neptune a une distance moyenne du Soleil de 30,11 unités astronomiques. Donc on attribue à Neptune le rang 9, on applique la formule de Bode, donc 4 plus 3 fois 2 puissance 7, on obtient 384. Et vous voyez, par rapport à 301,1, on a un écart proche de 20% d'erreur. C'est donc trop grand pour valider la formule en ce qui concerne Neptune. Le Verrier avait fait une prophétie. Le succès doit nous laisser espérer qu'après 30 ou 40 ans d'observation de la nouvelle planète, c'est-à-dire Neptune, on pourra l'employer à son tour pour la découverte de celle qui suit dans l'ordre des distances au Soleil. En fait, cela a pris un peu plus de temps. C'est en 1915 que Percival Lowell, fondateur de l'observatoire de Flagstaff en Arizona,
détecta de légères anomalies dans l'orbite de Neptune et, par la même méthode que Le Verrier, prouva l'existence d'une planète située au-delà de l'orbite de Neptune. Mais la petitesse et l'éloignement de cette planète ne permit pas de l'observer aussi aisément que ce fut le cas pour Neptune. En 1919, par une méthode différente, William Henry Pickering, astronome de l'observatoire du mont Wilson en Californie, aboutit à la même conclusion quant à l'orbite de cette planète. Il fallut attendre encore 11 ans pour qu'elle soit découverte le 13 mars 1930 à Flagstaff par un assistant de l'observatoire, Clyde Tombaugh, sur les clichés pris les 21, 23 et 29 janvier 1930. La position de Pluton était décalée de seulement 2 degrés par rapport à celle prévue par les calculs de Lowell et Pickering. Son orbite, très allongée, donne une distance au Soleil variant entre 4,4 milliards de kilomètres et 7,4 milliards de kilomètres. C'est-à-dire qu'au périhélie, distance la plus petite par rapport au Soleil, Pluton est sensiblement à la même distance du Soleil que Neptune. De plus, cette orbite a la particularité d'être fortement inclinée par rapport à l'ensemble des orbites des autres planètes, c'est-à-dire le plan de l'écliptique. Donc l'orbite de Pluton a 17 degrés d'inclinaison par rapport au plan de l'écliptique. On a émis l'hypothèse que Pluton serait un ancien satellite de Neptune qui aurait échappé à l'attraction de cette dernière au cours de la formation du système solaire. Cette hypothèse est attribuée à Raymond Littleton, mathématicien passionné d'astronomie. Au sujet de la déclassification de Pluton par l'Union astronomique internationale en 2006, vous pouvez voir la vidéo Planètes et saisons sur la même chaîne YouTube que vous trouverez en tapant Alain P. Noël sur YouTube dans un moteur de recherche. Le 19 janvier 2006, et donc 7 mois avant que Pluton ne perde son rang de planète, la sonde New Horizons quitta la Terre à une vitesse moyenne de 1,4 million de kilomètres par jour, à destination de Pluton. Cette sonde emportait les cendres du corps de Clyde Tombaugh. Le 14 juillet 2015, après un voyage de plus de 5 milliards de kilomètres, et passant à 12 000 km de Pluton, la sonde commença à envoyer des photos de sa surface, ainsi que de ses 5 satellites, dont le principal est Charon. Il fallut 16 mois pour que l'ensemble des clichés parviennent à la NASA, révélant un astre surprenant, car géologiquement actif et avec une épaisse atmosphère de luminosité bleutée. Alan Stern, né en 1957, qui a été l'un des premiers spécialistes du système solaire à envisager l'envoi d'une sonde vers Pluton, se bat encore maintenant pour la réintégration de Pluton dans la classe des planètes et il n'est pas le seul. La sonde poursuit maintenant sa route dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture a été découverte en 1992. Elle s'étend sur plusieurs milliards de kilomètres au-delà de l'orbite de Neptune et comprend des milliards de corps célestes dont plusieurs centaines de milliers mesurent plus de 100 km. Pluton en fait partie. Des essais ont été faits d'utilisation de la loi de Bode au niveau de la ceinture de Kuiper, mais la grande excentricité des orbites et leur inclinaison importante par rapport à l'écliptique rendent ces études peu probantes pour le moment. En 1986, j'ai assisté à quelques réunions d'information pour enseignants à l'Observatoire de Meudon et j'ai demandé à André Braic ce qu'il pensait de la loi de Bode. Je ne me souviens pas des mots qu'il a utilisés dans sa réponse lapidaire, mais je garde en mémoire l'ironie qu'elle exprimait. André Braic est l'astrophysicien qui a découvert en 1984 les anneaux de Neptune. Pourtant, dans l'encyclopédie Universalis figure une hypothèse assez compliquée que vous pouvez lire à l'écran,
qui prouve que certains astronomes n'ont pas rejeté complètement la loi de Bode. Je vous laisse le temps de lire cet article. Début 2019, lorsqu'on tape loi de Bode dans un moteur de recherche, on trouve 539 000 résultats. En 2017, il y en avait seulement 248 000. On peut donc être optimiste quant à sa célébrité, même si beaucoup de ces articles affirment qu'il s'agit seulement d'une curiosité. J'ai en particulier lu un article du Science et Avenir de février 2015 qui informe qu'une équipe de chercheurs australiens s'est aidée de la loi de Bode dans la recherche de certaines exoplanètes. Rappelons que les exoplanètes sont celles qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. La première a été découverte en 1995 et en janvier 2019, on en compte 3971 qui sont répertoriées. Si l'on parvient à vérifier une loi analogue à celle de Bode pour d'autres systèmes stellaires, on aura la possibilité de faire des statistiques avec davantage de données. Certains professeurs de mathématiques de lycée utilisent la loi de Bode dans des exercices que l'on peut trouver sur Internet. Personnellement, dans le cadre de l'enseignement des statistiques, je donnais à mes élèves une série de coordonnées sans leur dire de quoi il s'agissait. Je leur donnais aussi une formule utilisant les logarithmes. Lorsque je leur posais la question « À quoi ces nombres correspondent-ils ?», il est assez rarement arrivé que des élèves trouvent que cela correspondait aux distances moyennes des planètes au Soleil. Cela arrivait parfois lorsque j'attirais leur attention sur le couple 3,149,6, c'est-à-dire Terre, troisième planète du système solaire, et une distance moyenne de 149,6 millions de kilomètres du Soleil. Puis, ils avaient à calculer le coefficient de corrélation linéaire associé. Ce coefficient est égal à 1 lorsque les points sont parfaitement alignés. Or, si on prend Mercure comme origine et si l'on va de Vénus à Uranus, le coefficient est de 0,99946, donc extrêmement proche de 1, et même en incluant Neptune et Pluton, on obtient 0,996, ce qui reste encore très proche de 1. Mes élèves avaient à placer les points correspondants sur un graphique et à en constater l'alignement quasi parfait pour les 7 premiers, ce que vous constatez sur cette image. Ça se dégrade un tout petit peu pour Neptune et Pluton. Ainsi se termine ce voyage astronomique, j'espère qu'il vous aura intéressé. J'ajoute un complément de 3 images pour quelques personnes qui souhaiteraient voir l'exercice que je posais à mes élèves et sont corrigés. Je ne vais pas laisser suffisamment de temps ces images à l'écran, aussi j'invite les personnes intéressées à interrompre le défilement de la vidéo pour prendre le temps de lire le contenu de ces images.